Bonjour et merci d'être à notre rendez-vous mensuel. Nous n'allons pas parler de pierre ou de drapeau. Pour cette fois-ci, on va prendre un thème différent et on va parler de parcours de personnages. Alors on a bien sûr énormément de personnages qui ont eu des parcours intéressants sur Malancourt et sur Amnéville et on a été obligé de choisir dans un secteur. On a pris un secteur géographique, c'est-à-dire le sud-est d'Amnéville, mon quartier, où nous avons 3 personnes donc, que l'on a rencontrées pour vous expliquer leur parcours particulier. Alors il s'agit d'abord de Violette Muller, qui est artiste peintre, ensuite Christelle Delorme, chanteuse, et puis Raymond Barato, footballeur professionnel. Voilà, on va à leur rencontre immédiatement. Violette Muller, donc, qui est un personnage qui n'est pas né à Amnéville, mais qui est né à Pienne, oui, et qui est arrivée très tôt à Amnéville, mais elle a commencé à dessiner, bien sûr, très jeune, et surtout au crayon de papier. Alors pourquoi le crayon de papier? Je n'avais pas les moyens d'acheter de la peinture. Voilà. On était une grande famille et les parents n'avaient pas d'argent et le crayon de papier ou les crayons de couleur, c'était dans la trousse de l'écolière, voilà, c'est ça. Très bien. 1964, elle arrive à Amnéville et, bon, mariée, 4 enfants, elle laisse un peu le dessin de côté, une dizaine d'années. Et donc, tout recommence le jour où Violette reçoit un cadeau de Noël qui est donc... Une boîte de peinture, voilà, peinture à l'huile avec une toile que je me suis empressée de faire. Et donc, l'étoile, c'était plutôt des paysages. Oui, oui, surtout la mer, quoi, un paysage de mer. Voilà, le premier tableau, donc, un paysage de mer. Et puis ensuite, vous avez commencé à apprendre la technique, mais ça a toujours été une c'était la technique de l'acrylique, c'était la technique simple du dessin que je faisais avant. Je n'ai jamais eu la technique de peinture parce que je n'avais pas de cours. Et il n'y a que quand j'ai commencé à faire des cours que là, je me suis lancée à faire le tableau du début jusqu'à la fin, comme il faut. Donc, on voit nettement l'évolution très rapide au niveau de la qualité de ces toiles aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en 2007, Violette a pris des cours de peinture à la palette, ou comment on appelle ça? Oui, au couteau. Au couteau, à l'huile, oui. Ça, c'est pour la partie peinture, mais il y a aussi un autre domaine dans lequel elle évolue de façon très très habile, et ça a commencé en 1980, c'est-à-dire le maquillage de visage. Comment as-tu découvert cela et par quel biais c'est arrivé? On faisait du maquillage en tant qu'association du Carnaval de Metz, comme on était un groupe de carnavaliers. Et on faisait du maquillage sur les enfants sur le thème de Mickey. Parce que c'était juste à l'époque où une grande maison d'attraction qui a ouvert à Paris avait été inaugurée. Et nous, on faisait les têtes de Mickey des enfants. Ah, d'accord. Et on voit aussi l'évolution que cette discipline a eue au niveau du travail et de la précision que l'on voit sur les images qu'on va présenter également. Troisième violon d'Agre de Violette, c'est la création de costumes. Voilà. Donc cette création de costumes, on se doute, elle est bien sûr issue aussi du domaine du carnaval, et ça a commencé dans les années 78-79. Voilà, c'est ça. En 1980, on a commencé le carnaval de Metz et on faisait les costumes. Je dessinais les costumes, je faisais un costume. Si ça plaisait au président, là je le faisais, on en faisait une dizaine par la suite.
Alors on comprend bien que lorsqu'on est dans une association où il y a beaucoup de bénévoles, et il y a de gros frais, et évidemment, acheter ou louer des costumes, c'était quelque chose d'énormément cher, et donc on avait là la facilité de le faire, mais pour ça, il fallait bien sûr avoir des mains expertes, et ce souci, cette volonté de créer. Violette, comment faisais-tu pour créer un costume? Tu le faisais bien sûr avec... Avec un dessin déjà, parce qu'il fallait savoir qu'est-ce qu'on allait mettre sur cette robe. Et je dessinais la robe du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai même fait la robe de mariée de ma fille. Elle a choisi ce qu'elle voulait, je l'ai dessinée, je fais le patron et j'ai fait la robe complètement. Voilà, je crois qu'on vient de faire le tour un peu de ce témoin et de cet acteur de notre vie ici, et on constate tout de suite que c'est parti du crayon de papier dans une famille très humble à Pienne, et ça se termine ici à Amnéville avec toujours ce crayon qui est l'outil principal pour pouvoir commencer à créer. J'ai toujours un crayon dans mon sac, et des crayons de couleur aussi. D'ailleurs, je mets ma petite fille à contribution à chaque fois qu'elle vient pour la faire dessiner, pour lui faire des tableaux. Merci Violette. Bien, Christelle Delorme, née à Cirques-les-Bains, est arrivée très tôt à Amnéville. Mais issue d'une famille où elle était orpheline, elle a bien sûr subi des difficultés au niveau des formations, etc. Alors, comment as-tu abordé la musique? Pour aborder la musique, d'abord, à la chorale, comme une fille bien, à la chorale, et un monsieur, premier prix du conservatoire de Strasbourg, m'a dit, voilà, vous devez faire le conservatoire. Bon, le conservatoire, je l'ai fait à Metz. Bon, j'étais contente parce qu'on apprend beaucoup. On apprend pas mal de choses au conservatoire. Pas seulement la musique. On apprend la tenue, on apprend la façon de se tenir. C'est formidable. Ensuite, oui, vas-y. Et donc, pas d'autres formations que celle de la musique. Et donc, tu t'es retrouvée dans la vie active avec, bien sûr, beaucoup de difficultés. Et donc, ça a été quoi ton parcours, là? Eh bien, voilà, parce que dans la vie, la musique ne rapportait rien. C'était du classique. Donc, il a fallu que je cherche du travail. Quand on n'a rien dans la main, eh bien, on commence tout simplement par le plus bas. Et le plus bas, c'est bon à tout faire. Bon, alors voilà, on a travaillé. Je suis montée en grade. Je suis allée serveuse dans un café à Ucange. Merci mon Dieu, c'était un patron du tonnerre. Il m'a appris le métier formidablement bien. Merci encore aujourd'hui. Il est parti, mais voilà. Et avec ça, j'ai gagné bien ma vie. D'accord. Très bien. Bon. Et le patron m'avait dit, voilà, vous faites... Il m'avait pris comme sa fille, parce qu'il avait 3 enfants. Il m'a pris comme sa fille. Eh bien, l'argent, il me le mettait de côté, parce que je n'étais pas libre. Hein. Il était sérieux, sévère et tout. Mais merci. Bon, et ben voilà. Alors j'ai arrivé à mettre de l'argent de côté et à pouvoir partir dans la vie. Je suis arrivée à Romba. Eh bien, j'ai connu mon mari. Je me suis mariée comme une grande fille. Et tu es arrivée à Amnéville. Et ensuite, on est venu à Amnéville en 64. Alors, dans cette atmosphère des bars, il y avait des jukebox qui, bien sûr, sortaient d'énormément de chansons et qui fredonnaient ces chansons derrière le bar ou pendant sa service. C'est Christelle. Oui. Et donc, elle s'est complètement imbibée dans la variété. Et alors, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, j'avais une chance, c'est que j'avais une belle voix, c'est vrai, merci mon Dieu, et surtout Piaf. J'ai aimé cette chanteuse parce qu'il y avait beaucoup de sentiments dans ses chansons, et j'ai chanté. Et naturellement, quand on chante sur un disque, on a obligatoirement tout d'un coup les mêmes tonalités, c'est la même façon de chanter. Donc, j'ai chanté les chansons de Piaf.
Et un jour, comme ça, on est venu me dire, mais tu chantes bien, toi, tu pourrais pas chanter dans un orchestre? Oh, ben j'ai dit oui, pourquoi pas? Et ben, je suis arrivée à Romba, je me suis mariée, et j'ai tout simplement rentré dans un orchestre. Et l'orchestre, ben, ma foi, c'était... à l'époque-là, c'était le directeur de la banque d'Amnéville, la CMDP, c'était Roger Langenfeld. Oui. Et lui m'a dit, écoute ma petite, tu ferais bien de chanter, viens. L'orchestre veut une chanteuse, tu viens. Ben, je suis allée. Oh, que c'était bien, oui, c'était formidable. J'ai connu le plaisir de chanter devant un public. C'était adorable. Et ben voilà. Mais tu as chanté aussi à RTL. Ah ça, oui, parce que il y avait un petit concours de chant. Et c'était à l'époque-là la fille de Monsieur Santini. Je ne sais pas si tu as connu. Bien sûr. C'est elle qui m'a inscrit partout. Vas-y, va, tu verras. Et naturellement, j'ai commencé à chanter. Bien sûr, j'ai eu le premier prix. Et là, RTL s'est déplacé, m'a dit, voilà, je vous prends pour un show. Oui. À Luxembourg. J'avais un petit mari qui était un peu pas jaloux du tout. Eh bien, il m'a dit, non, tu restes là. Et puis, je suis restée, j'ai chanté dans les orchestres, et puis voilà. Puis, c'est bien comme ça. Tout s'est bien passé, impeccable. J'ai chanté, c'était mon plaisir de chanter pour le public. Mais oui. Pour les personnes qui se souviennent des périodes musicales de RTL, il y avait l'orchestre Jean Rodresse, et tu as chanté. Oui. Avec Jean Rodresse. Ah oui, il est adorable. Et alors, il chante, il jouait bien, tu sais, il t'accompagnait comme un dieu. J'arrive à RTL. Qu'est-ce que vous chantez? Oh, qu'est-ce que je dois chanter? Eh bien, mon manège à moi. Bon, mon manège à moi, oui. Dans quelle tonalité? Ben écoutez, s'il dit, vous faites comme le disque. Bon, qui me dit, puis il se met au piano, la répétition. Piano impeccable. On passe à la télé. Et naturellement, il y avait un trou. À l'époque-là, il fallait que les personnes qui venaient à Luxembourg se montrent les papiers. C'était encore la douane et tout ça. Bon, il y avait donc, ils n'ont pas pu passer, donc il y avait un trou. Christelle, qu'est-ce que vous pouvez nous chanter? Ben, j'ai dit, Milord. Milord? Ben ah oui, comme le disque. Ouh, Rodrez, il me dit non, parce que moi, j'ai pas de répétition. Alors il dit au caméraman, prends mes doigts, pas plus, parce qu'en cas, tu sais. Bon, alors, il lui a pris après, il lui a fait signe, tu peux y aller. Oui, parce que à l'époque-là, c'était du direct. Oui. C'était pas des émissions qui étaient préenregistrées, modifiées, bougées. Là, c'était directement en ligne. C'est vrai, c'était formidable. Et puis, oui, ensuite, après un passage chez les Troubadours, chez Tony Schmidt, chez Jean-Pierre Sauré, après, tu décides de créer ton orchestre avec, disons, un design totalement différent, avec un thème, avec une idée géniale qui a réussi. Alors, explique-nous un peu quelle était cette idée. Alors, cette idée était tout simplement parce que quand on chante dans les bals, ce n'est jamais, on ne donne pas tout son sentiment. C'est chanter pour chanter. Tandis que là, je me suis dit non, il faut aller sur scène et faire un récital. Un récital, c'est quelque chose où on peut se donner, on peut exprimer, c'est formidable. Et donc, j'ai commencé à faire un récital. Et le récital, c'était de plusieurs chansons, de plusieurs façons de chanter, puisque j'ai pris toutes les vieilles chansons en premier. Ensuite, j'ai chanté La Violetera. Oui. Magnifique. Oui. C'est pas seulement, il y a la musique, mais il y a les lumières, il y a la fumée. C'est vraiment
il y a les costumes. Et il y a les costumes, oui. Voilà. La particularité de ce récital donc, de Christelle, c'était de dire, voilà, on va produire quelque chose, mais entre chaque scène, je changerai de costume, on aura une autre vision, je vais prendre une chanson d'un thème ancien, une chanson de variété, une chanson de folklore, etc. C'était ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est donc merveilleux. Oh oui, parce que j'avais de la chance, c'est parce que je faisais aussi les tyroliennes, donc là je suis venue en costume bavarois. J'avais de la chance quand même de savoir pas mal, de chanter en plusieurs langues aussi. Donc j'ai fait Lili Marlène, en allemand bien sûr, et les costumes. Mais Lili Marlène, c'était formidable. Moi je trouve que c'était monstrueux. Voilà, je crois que Christelle Delorme amenait aux gens qui venaient la voir, du bonheur, c'est tout. Ah oui, ça oui. Ils m'en ont donné, mais je leur en ai donné. Mais j'en ai reçu. Merci bien, Christelle. Moi, je t'en prie. El Neckarstadion de Stuttgart es el escenario en que se juega la final de la cuarta Copa de Europa. Por segunda vez, el Stade Reims es el contrincante de los blancos en encuentro decisivo para la posesión del trofeo continental. Millares de seguidores españoles y franceses van a presenciar la contienda. El Madrid juega en los comienzos del partido. Nous sommes maintenant chez M. Barato, Raymond Barato, footballeur professionnel et qui a eu un parcours exceptionnel parce que né à Amnéville le 23 janvier 1934, formé au CSOA d'Amnéville, il a exercé ce sport pendant toute sa jeunesse. Et puis, au cours d'un stage de détection par le Stade de Reims pour des footballeurs lorrains, il est immédiatement sorti du lot et récupéré pour entrer dans la grande équipe. Voilà. Donc, contrat exécuté avec M. Barato pour le Stade de Reims. Imaginez le Stade de Reims à l'époque. Coppa, Piantoni, Fontaine, Rodzik, Marche, Jonquet, Pinverne, Vincent, enfin des noms que nous les anciens on connaît parce qu'on a fait la collection des images des Chocorem de l'époque où on avait tous ces footballeurs en photo et M. Barato a fait partie de cette équipe énorme de cette période. Alors, Monsieur Barato, quelle était l'ambiance dans cette équipe à ce moment-là? Merveilleuse. Merveilleuse. On était vraiment des copains. Et les meilleurs d'entre eux, alors, comme copains? Oh, j'étais copain avec tout le monde. Avec tout le monde? Ah oui, ah oui. Et Je Coppa, n'avais pas de différence. Hein. Coppa, comment il était? Bien. Bien. Vous avez joué combien d'années avec Coppa? Parce qu'il est parti après au Real de Madrid. Ça, je m'en souviens plus. Hein. Quelques années, hein, quand même. Hein. Oui, c'est pas grave. Et ensuite, au niveau des footballeurs qui ont marqué leur temps là-bas, par le nombre de buts marqués chaque fois, c'était juste Fontaine. Oui, oui. Et donc lui, il était sympa comme gars. Ah oui, on était même copains. Ah, bah oui, c'est- oh, ça. C'est bien. Ah, Donc, ça. donc ensuite, avec 9 années restées au stade de Reims, c'est un parcours aussi énorme et important. Ça, c'est vrai. Monsieur Raymond Barato était ce qu'on appelait les inters au demi. C'est-à-dire ceux qui tricotent, c'est-à-dire Ouais, ceux ouais, qui vont ceux chercher qui les travaillent balles, qui les le plus, ramènent, hein. ceux qui travaillent le plus. Oui. Et donc il était reconnu comme étant très dynamique et très actif. Alors j'ai parcouru un livre sur M. Barato qui donnait tout un tas de détails sur sa façon de travailler et aussi cette sympathie qu'il avait et cette générosité qu'il avait dans le sport. Ça, c'est quelque chose de marquant. Oui, c'est vrai. Alors, 1958, la Coupe de France que vous gagnez. Oui. 1959, finale de la Coupe d'Europe. Mais là, vous n'avez pas gagné. C'était au Neckar de Stuttgart Ouais. contre le Real de Madrid. Et vous avez perdu 2-0. Je m'en souviens plus. Et comment vous avez c'était. fini à 9. Oui, on a eu des blessés, hein, c'est pour ça. Hein. J'étais assez interloqué de savoir qu'il finissait à 9. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des blessés ou lorsqu'il y a il n'y a que quand il y a des exclusions que la personne n'est pas remplacée. Oui, oui. Mais à l'époque, on ne remplaçait pas les blessés. Non. Non. Donc dans ces années-là, lorsque quelqu'un était Ça blessé, n'existait pas. oh là là, imaginez, ils ont terminé à 9.
Ça, c'est vrai. Ensuite, le plus grand regret de M. Barato, c'est de n'avoir pas joué dans l'équipe de France. Ça, c'est vrai. Vous n'avez jamais été sélectionné. Bon, mais il Je ne faut sais pas ce dire... qu'ils avaient contre moi, mais Vous pensez qu'il y avait quelque chose contre vous? je sais pas, je sais pas. Vous Pourtant, j'étais bon hein, avant. Hein. Bien sûr. Oh, j'étais un bon joueur. Hein, moi. Oui, oui. Seulement, je sais pas. Mais Je leur plaisais pas, peut-être. Je ne sais pas. peut-être, peut-être. 1960, aussi une année exceptionnelle, parce que vous êtes recruté dans l'équipe de football pour les Jeux Olympiques. Où? À Rome? À Rome. Et là, à Rome, vous avez terminé en quart de finale. Ah oui. Mais avec un match aussi très dur contre une équipe européenne fabuleuse Hors du de commun, l'époque. oui. Dans les buts, il n'y avait pas Nagy. Je crois, oui. C'était l'équipe de Hongrie. L'équipe de Hongrie qui était fabuleuse à l'époque. Et vous avez perdu combien? Je ne sais plus. J'ai oublié tout ça. Ah ben, 7-2. 7-2. 7-2. Adieu, merde. Et vous avez terminé le match à 8. Ouais, ça c'est Donc vrai. encore des finales qui se traduisaient par des personnes blessées qui étaient Oui, ils constamment... ne remplaçaient pas avant. Hein. Voilà. Ça, c'est pas normal, Et puis, ça. 1961, Monsieur Raymond Barato quitte le stade de Reims pour aller où? Voir du côté du cœur. Vous avez rencontré votre épouse où, Monsieur Barato? À Lille. Ah, À Lille. j'allais le dire. Voilà, il entre donc dans le club de Lille. Et puis, il reste quelques saisons là-bas. Il se marie, bien sûr, avec une nordiste. Voilà. Et il a, bien sûr, rencontré le bonheur pour toute sa vie. Ouais, ça c'est vrai. Et ensuite, il fait également un crochet à Vichy, où vous avez été comme entraîneur Oui. du club de foot. Et ensuite, il revient dans sa Lorraine chérie hein, et sur Amnéville pour exercer le métier d'éducateur physique au collège d'Amnéville. Voilà. c'est ça. Alors, en préparant cette émission, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont dit mais c'était mon prof de sport, il était formidable, qu'est-ce qu'il était gentil, voilà, etc. Donc, sachez, Monsieur Barato, que vous êtes très, très connu sur Amnéville. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il a terminé donc sa saison également par un poste d'entraîneur au CSOA d'Amnéville Oui. et ensuite à Agondange. Ah, Godange, oui. Voilà. Eh bien, Monsieur Raymond Barato, pour moi, faire cette émission, c'est un plus énorme parce que je ne connaissais pas votre parcours. Je savais que vous étiez footballeur professionnel, mais quand j'ai parcouru tous les éléments que j'ai parcourus pour monter cette émission, je me suis dit, mais bon sang, quel homme extraordinaire ce Monsieur Raymond Barato. Pardon. Merci, Monsieur Barato. Pourquoi là? Merci. Alors, notre petit clin d'œil que l'on fait chaque fois à la fin des émissions, ça sera pas nous qui le ferons, ça sera Christelle. Et donc, on va te demander de chanter une petite chanson. Attends. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux Musettes. Mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, je l'aimais tant, je le voyais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée sans volonté sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, je l'aime tant, je le voyais le plus beau de Saint-Jean.
je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Bravo, bravo Christelle. Voilà une autre émission dans le prochain mois. On n'a pas encore décidé le thème, mais on va continuer à essayer de faire en sorte de vous apporter des thèmes pour vos souvenirs et pour que vous réfléchissiez à toutes ces choses que l'on vous montre. Voilà. Merci. Merci.